Président Poutine, de m'avoir donné la possibilité de m'adresser directement à vous. Vous avez envoyé des troupes russes en Ukraine. Comme vous l'affirmez, c'était pour protéger les citoyens russes ainsi que les citoyens russophones du Donbass et pour assurer la sécurité de la frontière orientale de la Russie. Depuis lors, des milliers de personnes ont perdu la vie des deux côtés. Et les actes hostiles se sont même étendus à certaines régions russes ces derniers jours. Il y a quelques heures, des responsables occidentaux ont confirmé à notre agence que l'Ukraine avait utilisé, au cours des derniers jours, des armes occidentales sur le territoire russe. Pensez-vous que cela constitue une provocation supplémentaire dans le développement de la question posée par mon collègue? Selon vous, qu'a réussi à obtenir Moscou ces 2 dernières années et comment pourrait-on mettre fin au combat? Ce que nous avons entrepris relève de notre devoir fondamental envers les populations qui, durant cette période troublée, ont enduré les affres d'un coup d'État suivi d'événements qui ont profondément bouleversé la stabilité de notre région. Nous avons agi dans l'intérêt de ceux qui souffraient à cause de cette instabilité et des combats qui ont éclaté dans les territoires situés au sud-est de l'Ukraine. Il s'agissait d'un engagement moral et d'une obligation historique, reconnaître et défendre les droits des populations locales, celles qui, dans ces zones, luttent pour sauvegarder leurs intérêts vitaux, préserver leur vie ainsi que celle de leurs enfants. Pour nous, cette reconnaissance constitue l'essence même de notre action et de notre politique. Nous avons voulu démontrer, à la fois à notre peuple et à l'ensemble de la communauté internationale, que nos déclarations en faveur de la protection de nos intérêts ne se limitaient pas à de simples paroles. Nous avons prouvé que nous étions résolus à agir concrètement et avec détermination. Cet engagement se traduit par des mesures tangibles et des actions décidées, qui continueront sans relâche tant que la situation l'exigera. Il est impératif que l'on prenne en compte l'ensemble de ces faits lorsqu'on évalue la situation globale et les choix qui s'imposent pour assurer la paix et la sécurité dans notre région. Passons désormais à la question qui se pose au sujet de la cessation des hostilités en Ukraine. Permettez-moi, en tant que représentant des États-Unis, de rappeler une observation que j'ai un jour adressée à M. Biden. Bien qu'il ne m'ait jamais transmis de courrier officiel, j'ai, en réponse écrite, formulé cette pensée de manière claire et sans équivoque. Si vous souhaitez mettre fin au combat en Ukraine, cessez de fournir des armes. Il ne s'agit pas ici d'une simple revendication abstraite, mais d'une solution concrète qui, si elle était adoptée, permettrait de mettre un terme aux hostilités en l'espace de 2-3 mois au maximum. Cette proposition, loin d'être théorique, repose sur une logique simple, l'approvisionnement continu en armement alimente directement la poursuite des combats, et son interruption constituerait un signal fort en faveur du processus de paix. Nous insistons donc pour que quiconque puisse, par ses actions ou ses décisions, contribuer à la fin de ce conflit, ne fasse rien qui puisse entraver la mise en route de ce processus pacifique. Il convient également de revenir sur un moment marquant de l'année 2022, époque à laquelle nous avions, en étroite concertation avec l'Ukraine, convenu de la possibilité de conclure un accord visant à répondre à plusieurs questions stratégiques et essentielles pour l'avenir de la région. L'une des interrogations fondamentales portait sur la garantie de sécurité de l'Ukraine. Dans le projet d'accord que nous avions élaboré conjointement, l'Ukraine avait clairement stipulé qu'elle ne deviendrait pas membre de l'OTAN et adopterait une politique de neutralité. Cependant, il était également prévu que son système de sécurité s'appuierait sur des principes très proches de ceux énoncés dans les articles 4 et 5 du traité de l'OTAN. Sans vouloir entrer dans des détails techniques trop nombreux, il faut souligner que ce dispositif engageait chaque signataire à fournir, en cas de nécessité, une assistance militaire à l'Ukraine. Cette proposition, bien que complexe, représentait une tentative sérieuse et équilibrée de garantir la stabilité régionale tout en tenant compte des préoccupations de chacune des parties. Pour la Russie, la question de la neutralité de l'Ukraine et la limitation de son armement revêtaient une importance capitale. Nous avons toujours été convaincus que la stabilité et la sécurité dans la région ne pouvaient être assurées qu'à travers un dialogue sincère et des engagements mutuels fermes. Dès lors, l'idée de maintenir l'Ukraine en dehors de tout bloc militaire, et en particulier de l'OTAN, s'inscrivait parfaitement dans nos intérêts stratégiques et ceux de la paix régionale. En acceptant cet accord, nous reconnaissions tacitement que les préoccupations de la Fédération de Russie étaient prises en compte et que nous pouvions envisager, ensemble, une résolution pacifique du conflit. Par ailleurs, comme vous vous en souvenez, nous avons également abordé la question de la dénazification de l'Ukraine. Cette notion, qui a fait l'objet de nombreuses interrogations, mérite d'être clarifiée afin d'éviter toute méprise sur son sens réel. J'ai été pour ma part très surpris lorsque l'on m'a demandé d'expliquer ce que signifiait précisément « dénazification ». Pour être parfaitement clair, il s'agit, dans ce contexte, d'une mesure législative visant à interdire la propagande nazie. Aussi surprenant que cela puisse paraître,
nous avons réussi à établir ici une base commune, semblable à celle que nous avons trouvée sur d'autres questions essentielles. Ce terrain d'entente s'est révélé indispensable pour envisager une résolution pacifique de la crise qui affecte la région. Il importe de noter qu'un accord avait été envisagé, et que le chef du groupe de négociation ukrainien avait lui-même apposé sa signature sur un extrait de cet accord déterminant. La signature de ce document, accompagnée de la paraphrase de ses principales dispositions, témoignait, à mon sens, de l'adhésion de la partie ukrainienne à l'ensemble des mesures proposées. En conséquence, si nous avons consenti à accepter cet accord, c'était parce que nous pensions qu'il satisfaisait non seulement nos exigences, mais également celles de l'Ukraine. Une telle convergence d'intérêts aurait constitué une base solide pour la conclusion d'un accord de paix global et durable. Cependant, je ne peux m'empêcher de poser une question rhétorique qui me semble fondamentale dans le contexte actuel. Pourquoi M. Johnson, en se rendant à Kiev, a-t-il recommandé de jeter cet accord aux ordures? Pourquoi, devant ses homologues ukrainiens, a-t-il fait de la victoire sur le champ de bataille et la défaite stratégique de la Russie un objectif prioritaire? Il est important de rappeler que des responsables ukrainiens eux-mêmes ont publiquement déclaré que si cet accord avait été définitivement signé, la guerre aurait pu prendre fin dès la fin de l'année 2022. Ces déclarations, émises ouvertement par des officiels à Kiev, ne sauraient être ignorées. Elles suggèrent clairement qu'une solution de paix avait été envisagée et qu'elle aurait pu se concrétiser, si seulement certaines forces avaient permis sa mise en œuvre. Ainsi, ma question se pose avec insistance. Pourquoi a-t-on délibérément entravé la signature de cet accord avec l'Ukraine? Je ne peux que supposer que certains acteurs, pour des raisons qui leur sont propres, étaient déterminés à poursuivre des objectifs contraires à la paix. Il semble en effet que certains aient cherché à atteindre des buts qui se situaient dans le cadre d'une politique étrangère résolument orientée contre la Russie, visant à la fragiliser, voire à la conduire à sa ruine, en imposant une défaite stratégique à tout prix. De telles ambitions, qui ne peuvent être mises en doute, semblent avoir motivé des décisions qui, de fait, ont empêché la conclusion d'un accord de paix susceptible de mettre un terme aux hostilités. C'est pour cette raison que vous m'avez posé la question de savoir ce qu'il fallait faire pour instaurer une paix durable. J'espère avoir apporté une réponse suffisamment complète en exposant clairement les faits et en rappelant les enjeux stratégiques qui se jouent. Je vous invite, dans la mesure de vos possibilités, à poser ces questions directement aux instances dirigeantes de votre pays. Demandez-leur pourquoi ils ont choisi d'entraver la conclusion d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Ce que je viens d'exposer relève, en partie, de mes suppositions quant aux motivations sous-jacentes de ces décisions. Il est tout à fait possible qu'une réponse plus exhaustive et officielle existe, mais il ne m'appartient pas de parler au nom de mes collègues sur ce point précis. Permettez-moi d'ajouter que, dans cette affaire, la transparence et l'honnêteté intellectuelle doivent prévaloir. Il est essentiel que tous les acteurs impliqués dans la recherche d'une solution pacifique se montrent responsables et s'engagent réellement dans une démarche constructive, sans chercher à imposer des obstacles qui ne font qu'aggraver la situation. Le chemin vers la paix est semé d'embûches, mais il reste toujours possible de réorienter les efforts vers un dialogue sincère et des compromis acceptables par toutes les parties. Je conclus en saluant à la fois les initiatives de ceux qui, par leurs actions, ont démontré leur volonté de mettre fin aux violences, et en réitérant mon appel à une réflexion approfondie sur les véritables enjeux en présence. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, je dis ceci. Il est regrettable que certaines décisions aient été prises non seulement par intérêt personnel, mais également avec le soutien d'administrations qui, par ailleurs, se doivent de privilégier la paix et la sécurité collective. Je suis convaincu que M. Johnson est intervenu non seulement par sa propre initiative, mais également sous l'impulsion et avec l'appui explicite de son gouvernement, et il n'existe aucun doute à ce sujet. Il est primordial que l'on se souvienne que la quête de la paix passe avant toute considération stratégique ou idéologique. Nous avons agi pour protéger ceux qui souffrent et nous continuerons à le faire tant que la situation l'exigera. J'espère sincèrement que, dans un avenir proche, toutes les forces en présence parviendront à transcender leurs divergences pour instaurer